Est-ce qu'un conflit qui se passe au Moyen-Orient peut vraiment menacer la stabilité ici, en Europe? Bien, la réponse, c'est oui. Puis les liens sont beaucoup plus profonds qu'on pourrait le penser. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, ces fameuses lignes de faille géopolitiques qui relient ces deux régions et qui, au final, redéfinissent notre sécurité à tous. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est quoi, au juste, ces fractures invisibles qui menacent notre stabilité mondiale? C'est exactement ce qu'on va tenter de décortiquer. OK, pour commencer, on met le cap sur le Moyen-Orient. C'est une région où, il faut le dire, les cicatrices du passé sont encore à vif. L'instabilité qu'on voit en ce moment, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Non, c'est vraiment l'héritage direct de décennies de conflits et d'interventions étrangères. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire un petit retour en arrière. La méfiance entre les États-Unis et l'Iran, elle est profonde, puis elle est ancrée dans des moments bien précis. On parle du coup d'État de 1953 qui était soutenu par la CIA. Ensuite, il y a eu la crise des otages en 1979. Plus récemment, en 2018, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, puis en 2020, l'assassinat du général Qassem Soleimani. Chacun de ces événements, c'est comme une couche de plus qui s'ajoute à un climat de méfiance qui dure depuis des décennies. À un moment donné, le dialogue devient quasiment impossible. Puis cette méfiance, elle n'est pas juste historique, elle est renforcée par des objectifs qui sont complètement à l'opposé. D'un côté, on a les États-Unis qui veulent garder une certaine stabilité, protéger leurs alliés comme Israël et l'Arabie saoudite, puis s'assurer que le pétrole continue de circuler. De l'autre côté, on a l'Iran qui, lui, cherche à brasser la cage, à étendre son influence via des groupes comme le Hezbollah ou les Houthis. On a donc deux visions pour la région qui, franchement, peuvent difficilement coexister. Maintenant, si on regarde les interventions militaires américaines, sur papier, les objectifs en Irak puis en Afghanistan, ça semblait clair, non? Mais dans les faits, les conséquences ont été catastrophiques. Le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de plan pour l'après. Ça a créé un vide immense, un vide sécuritaire qui est devenu le terrain de jeu parfait pour la montée de l'État islamique. Et ça a déclenché des crises humanitaires épouvantables et une instabilité qui est encore là aujourd'hui. La question se pose, est-ce que c'était vraiment inévitable? Puis cette instabilité-là, elle a un coût humain qui est absolument tragique. Prenons le conflit en Syrie, qui est une conséquence directe de tout ça. On parle de plus d'un demi-million de morts, 500 000 personnes. Pour se donner une idée, c'est plus que la population de la ville de Québec. C'est un chiffre qui nous frappe en plein visage puis qui montre, de façon assez brutale, un échec collectif. Un cas d'école de tout ça, c'est le Liban. Les frappes ont forcé plus de 90 000 personnes à fuir leur maison, et ça dans un pays où plus de 80 % de la population vit déjà sous le seuil de la pauvreté. L'État libanais, lui, est complètement paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Qui en profite? Le Hezbollah, soutenu, armé et financé par l'Iran avec un arsenal de plus de 150 000 missiles, il renforce son pouvoir. Bref, le Liban aujourd'hui, c'est une véritable poudrière. Puis le Hezbollah, c'est lui qui tient l'allumette. OK, donc on voit bien que l'instabilité est énorme là-bas. Mais l'erreur serait de croire que ça reste confiné à la région. Pas du tout. Ça crée ce qu'on appelle des points de pression mondiaux, des goulots d'étranglement stratégiques. On pense tout de suite au détroit d'Ormuz, mais il y a aussi le canal de Suez, Bab el-Mandeb, des endroits qui peuvent littéralement paralyser l'économie mondiale. Regardez ce chiffre, 21 millions. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de barils de pétrole qui passent chaque jour par le détroit d'Ormuz, un tout petit passage maritime en partie contrôlé par l'Iran. Juste ce détroit-là, ça nous montre à quel point on est tous dépendants. Pensez-y une seconde. Un quart de tout le pétrole consommé sur la planète passe par là. Un quart! Pour certains pays d'Asie, c'est encore plus fou. Ça monte à 75 % de leur pétrole. C'est énorme. La moindre petite perturbation à cet endroit-là, et c'est une onde de choc qui se propage partout dans le monde. Puis la conséquence, elle serait très concrète. Si le détroit fermait pour une longue période, le prix du baril pourrait grimper jusqu'à 200 $. Un choc pareil, c'est assez pour nous plonger directement dans une récession économique mondiale. Ce n'est pas juste une théorie, là. La menace, elle est bien réelle. Bon, cette menace économique, ça nous ramène directement en Europe. Parce que l'Europe, elle, fait face à une autre fracture, une autre grande faiblesse, sa propre vulnérabilité stratégique. La réalité, c'est que depuis des décennies, le continent a pas mal externalisé sa sécurité. C'est un fait historique. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité de l'Europe repose en grande partie sur le parapluie militaire américain à travers l'OTAN. C'est une dépendance qu'on a longtemps pris pour acquis sans trop se poser de questions. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien les limites de ce modèle. L'Europe a de la misère à devenir vraiment autonome sur le plan stratégique. Pourquoi? Il y a des grosses divergences politiques entre les pays membres, les budgets de défense sont souvent trop bas, puis il y a une grosse dépendance envers les technologies américaines. On l'a vu dans le passé, avec les crises dans les Balkans par exemple, sans le soutien des États-Unis, l'Europe est souvent paralysée.
En gros, l'Europe a l'argent d'une superpuissance, mais elle n'a pas encore la volonté politique qui vient avec. Mais la guerre en Ukraine a agi comme un véritable électrochoc. L'Allemagne, par exemple, a annoncé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. 100 milliards! C'est un virage à 180 degrés, un moment historique. C'est la reconnaissance que le statu quo, ça ne marche tout simplement plus. Le problème, c'est que ce réarmement crée aussi de nouvelles tensions, surtout entre la France et l'Allemagne. Pour Berlin, c'est une façon de renforcer l'OTAN et de prendre plus de responsabilités. Mais pour Paris, il y a la crainte de perdre son leadership militaire en Europe et peut-être même de lancer une nouvelle course aux armements sur le continent. Alors la question, c'est est-ce que ce réarmement va unir l'Europe contre les menaces extérieures ou la diviser encore plus de l'intérieur? Et ça nous amène directement à notre dernière grande fracture. Et c'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Les fissures qui apparaissent à l'intérieur même du projet européen, nourries par la montée des nationalismes. Qu'est-ce qui alimente ça? C'est un cocktail de plusieurs choses. Les crises économiques, l'inflation, les enjeux liés à la migration qui divisent énormément, une méfiance qui grandit envers les institutions à Bruxelles, et bien sûr, il y a des partis politiques qui sont très habiles pour exploiter ces peurs-là. Ils poussent un agenda nationaliste, souverainiste, qui risque de défaire des décennies de travail pour construire l'Europe. Puis les conséquences pourraient être énormes. On ne parle pas de s'attaquer à des détails, là. On parle de s'attaquer aux fondations même de l'Union européenne. La liberté de mouvement avec l'espace Schengen, la monnaie unique avec l'euro. Si on commence à défaire ça, c'est le projet européen au complet qu'on met en danger. Ce qui nous amène finalement à une question cruciale sur l'avenir du continent. Est-ce que l'Europe va vers plus d'unité ou au contraire vers la fragmentation? L'Europe est vraiment à la croisée des chemins. Il y a deux scénarios possibles. Scénario 1, une Europe plus unie. Une Europe qui renforce sa coopération en matière de défense, d'économie, pour devenir un vrai joueur majeur sur la scène mondiale. Scénario 2, une Europe fragmentée, c'est-à-dire un repli sur soi, un retour des nationalismes, ce qui mènerait à l'instabilité économique et à une perte d'influence totale. Alors, la question finale, elle est là. Face à toutes ces pressions, qui viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur, est-ce que l'Europe va trouver la volonté politique de s'unir ou est-ce qu'on va assister à son déclin lent mais certain? La réponse, elle n'est pas encore écrite.